Bonsoir à tous. Je vous laisse un petit moment pour que tout le monde puisse se connecter maintenant que le webinaire est ouvert. Donc, comme à notre habitude, je vais partager mon écran pour les premières diapos de partage et de présentation des actus de l'association. Et puis ensuite, je laisserai la parole au professeur Jacques-Éric Gothenberg. Donc ce soir, ce qui nous réunit, c'est un grand sujet sur la recherche autour de la polyarthrite rhumatoïde, bien sûr. Donc comme je vous le disais, on a l'immense honneur d'accueillir le professeur Jacques-Éric Gothenberg du CHU de Strasbourg. Donc comme toujours, Ludivine est en backup avec moi pour gérer la technique en cas de dérapage, mais nous n'en aurons pas. Vous le savez, pour discuter, vous avez le petit espace à droite. Vous n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation si vous voulez, et puis je les ferai remonter au professeur Gothenberg à la fin de sa présentation. Donc, quelques infos sur l'association. On vient de lancer avec le laboratoire Fresenius Kabi et les associations AFA sur la rectocolite hémorragique et France Psoriasis pour le rhumatisme pso notamment, un site d'information sur l'alimentation qui s'appelle Manger sans s'enflammer, sur lequel vous retrouverez beaucoup d'informations, beaucoup de réponses à vos questions, toutes ces questions qu'on se pose sur les régimes d'exclusion, sur le microbiote et tout un tas d'autres thématiques. Vous pourrez retrouver également des interviews croisées, notamment avec le professeur René-Marc Philippot, que tout le monde connaît bien, puisqu'il nous a fait pas mal de webconférences Covid sur l'année qui vient de passer. Le polyarthroton, on vous l'annonce déjà, ce sera en octobre, mais vous pouvez d'ores et déjà bloquer la date. Une participation comme l'année dernière, à distance, du 7 au 10 octobre, où, bien sûr, vous pouvez être là, vos amis, tous les gens que vous connaissez, l'industrie pharmaceutique en challenge et aussi les services de rhumatologie qui participent et aussi sont sur le challenge interservice. La newsletter de Landar sortira demain. On vous recommande bien sûr, pour rester à jour de toutes nos informations, de vous abonner. C'est sans engagement, je dirais, mais n'hésitez pas non plus à adhérer à l'association. Vous le savez, une association est toujours plus forte quand elle est forte de ses adhérents pour sa légitimité. Je vais y arriver ce soir. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, c'est important. Vous le savez, on est là pour défendre vos droits et vos intérêts et aussi vous apporter toute l'information validée en lien avec les professionnels de santé. La prochaine webconférence, donc le rendez-vous du mois de mai, ce sera avec le professeur Serge Perrault qui abordera le cannabis thérapeutique. Donc rendez-vous le 18 mai à 18 h. Mais pour l'heure, je laisse la place et la parole au professeur Jacques-Éric Gothenberg si on arrive à faire un partage d'écran. Alors pour le moment, bonjour à tous. Pour le moment, je n'arrive pas à faire le partage d'écran, mais je suis déjà très content d'être avec vous ce soir. Alors pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas? C'est le truc habituel. Hein, j'ai expliqué à Sonia que j'avais du mal, toujours du mal avec le partage d'écran, c'est-à-dire que je le cherche et je ne trouve pas mon diaporama dans l'écran partagé. Donc, ça va venir, ça ça va va venir, vous venir. Le temps pensez? que tout le monde dise bonsoir et que vous retrouviez votre présentation. Alors. Donc bonsoir tout le monde, on voit que ça vient du Limousin, de Bourgogne, du Gard, tout le monde est là. Vous êtes déjà assez nombreux à être connectés. Est-ce qu'éventuellement, si je vous... C'est Vous dommage, mais si m'envoyez votre ouais, présentation si et je moi je vous... la Ah, partage. ça, non, attendez, il y a comme un miracle. Ah là là, et voilà. Rien qu'en vous parlant, là, c'est extraordinaire. Bon, en tout cas, voilà. Est-ce que vous voyez tous mon écran d'à peu près correctement? Oui, absolument. Bon, donc voilà, merci pour cette invitation. J'espère que vous allez tous bien dans ces temps difficiles. Et c'est quand même au moins, on va retenir un point positif de cette période, c'est que c'est devenu assez simple, à part pour des rhumatologues comme moi, de se réunir en visioconférence. Et vous avez l'air tous d'avoir très l'habitude. Et c'est vrai que c'est impressionnant, 80 participants en fin de journée. On voit que l'Andar est toujours aussi dynamique, non seulement au niveau technologique, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est voilà, c'est les hommes comme toujours.
Donc, j'ai choisi, pour ceux nombreux qui ne me connaissent pas, je suis rhumatologue à Strasbourg et voilà, je soigne des patients qui ont des rhumatismes inflammatoires. Aujourd'hui, on va parler de polyarthrite rhumatoïde ou des maladies auto-immunes systémiques autres. Et j'ai aussi beaucoup d'intérêt pour la recherche, à la fois au laboratoire et aussi sur la recherche plus appliquée, plus directe, dont les conséquences sont plus directement applicables aux patients, ce qu'on appelle la recherche clinique. Et voilà, je trouve que j'ai choisi ce soir de vous parler de choses très pratiques, hein, de ne pas faire de plan sur la comète, sur des nouveaux marqueurs très compliqués, même si c'est vrai que ça mériterait sûrement aussi un autre exposé, mais de parler de choses concrètes et de la manière dont on essaye pas à pas d'améliorer la prise en charge de la polyarthrite en allant petit à petit, pas à pas. Et je crois qu'un exemple important de ce qu'apporte, que vous apportez et la prise en charge des patients qui ont un rhumatisme, c'est justement le Covid. On ne va pas en parler. On va pas en parler aujourd'hui. Peut-être que le professeur Foucault ou d'autres en ont parlé avant moi, mais vous savez, quand certains traitements de rhumatologie ou certains progrès permis grâce à la polyarthrite, comme les anticorps monoclonaux, ont vraiment amélioré la prise en charge des patients qui ont des formes sévères de Covid et plus récemment donner la possibilité, avec des traitements ciblés, de traiter lors des premiers jours de symptômes les patients à risque de forme sévère. Donc, quand les progrès qui sont faits en rhumatologie, les traitements qui vous sont proposés font progresser de manière générale les connaissances en médecine dans d'autres domaines que la rhumatologie. Donc, on va parler. Alors, est-ce que je peux changer de diapositive maintenant? Peut-être pas en plein écran, on va voir. Voilà. On va parler donc de polyarthrite rhumatoïde, de traitement ciblé, hein. Vous savez que c'est derrière le mot traitement ciblé, les biothérapies, les biologiques, qui recouvrent les anticorps monoclonaux qui bloquent le TNF, l'interleukine 6, qui agissent sur les lymphocytes T, les lymphocytes B, ou plus récemment des médicaments qui se prennent même en comprimé, qui s'appellent les inhibiteurs de kinase. Et c'est des traitements qui sont maintenant utilisés depuis 20 ans dans la polyarthrite rhumatoïde et d'autres rhumatismes inflammatoires, mais qui restent pour certains des traitements assez récents dont il est important que collectivement, on connaisse au maximum la sécurité et qu'on soit capable de progressivement choisir au mieux pour un patient à un moment donné et pour un patient donné le meilleur traitement sans être obligé de les tester les uns après les autres, ce que certains d'entre vous ont dû expérimenter avec voilà, un traitement qui n'est pas forcément bien, qui peut être malheureusement pas bien supporté ou pas efficace, et on est obligé de, finalement, c'est seulement la deuxième, la troisième ou parfois malheureusement encore plus tard qu'on va trouver le bon traitement. Et l'idée, c'est de progresser, de pouvoir prédire à l'avance un peu quel traitement va marcher. Pour mieux connaître ces médicaments, il y a, comme d'habitude, les études cliniques. Et puis aujourd'hui, je vais un peu plus parler, parce que je m'en suis beaucoup occupé au sein de la Société française de rhumatologie, et que certains d'entre vous doivent faire partie de ces registres, qui sont une manière de suivre les patients au long cours en dehors des essais cliniques, et qui permettent de s'assurer de la sécurité des traitements et aussi parfois de les comparer un peu comme dans des essais cliniques. Alors justement, les registres, alors maintenant il y en a beaucoup plus, mais on a commencé maintenant il y a 15 ans avec un traitement ciblé qui bloquait les lymphocytes B, hein, le rituximab, Mabtera, Truximab pour les petits noms, puis qui bloquait les lymphocytes T, l'abatacept, l'Orencia, et puis plus récemment l'interleukine 6. Et puis maintenant il y a d'autres registres qui sont nés, toujours coordonnés par la Société française de rhumatologie, pour les anti-TNF ou pour les nouveaux traitements qui bloquent les kinases JAK-STAT. Alors, les intérêts de ces registres, c'est que, contrairement aux études cliniques, on a des patients qui sont vus en consultation comme vous. Ce n'est pas des patients ultra sélectionnés
sans aucune autre maladie que la polyarthrite rhumatoïde. On a des patients voilà, qui ont déjà fait des infections, qui ont parfois déjà eu des cancers et qui sont beaucoup plus proches de notre pratique que les patients inclus dans les premiers essais cliniques lorsqu'on va démontrer l'efficacité d'un médicament pour la première fois. Ces registres permettent aussi de s'intéresser à d'autres aspects que uniquement l'atteinte articulaire des rhumatismes. Vous savez que dans la polyarthrite rhumatoïde, il peut y avoir des complications autres que l'atteinte articulaire, l'atteinte des poumons, plus rarement d'autres atteintes, et c'est jamais étudié dans les essais cliniques, hein, qui s'intéressent uniquement à l'amélioration du nombre d'articulations douloureuses et gonflées, alors que dans les registres, on va pouvoir s'intéresser à certains aspects différents de l'atteinte articulaire. Alors, je vais vous montrer justement ce qu'on a fait avec 3 registres français de la Société française de rhumatologie, avec à peu près voilà, près de 2000 malades traités par anti-CD20, par rituximab, c'est la colonne de gauche, 1000 malades traités par abatacept et près de 1500 patients traités par tocilizumab. Et vous voyez les caractéristiques, c'est des polyarthrites qui ont plus de 10 ans d'évolution en moyenne, qui ont eu souvent de nombreux traitements, hein. Le sujet du jour, c'est comment améliorer et trouver plus rapidement le bon traitement pour le bon patient. Ben, vous voyez que ces patients-là, ils avaient déjà reçu en moyenne au moins 3 traitements conventionnels, type méthotrexate, type Arava, par exemple, ou salazopyrine, et au moins 2 traitements ciblés, type voilà, les anti-TNF, par exemple, 2 anti-TNF, par exemple. Et que malgré tout ça, il y avait quand même une polyarthrite rhumatoïde assez active. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce n'est pas un essai clinique, hein. Donc, les patients, il y a des petites différences entre ces registres en termes d'activité. Vous connaissez sûrement cet indice qui est très utilisé par les rhumatologues, qui prend en compte le nombre d'articulations douloureuses gonflées et l'évaluation par le patient et la CRP ou l'AVS, le DAS28. Vous voyez qu'il n'est pas exactement pareil, 5,5 pour l'un, 5,3, 5,1. Et tout le travail qu'on a fait par la suite, quand on a voulu comparer ces 3 traitements comme dans une étude clinique, c'est avec l'aide des statisticiens d'essayer d'homogénéiser au maximum les 3 populations comparées pour ne pas être biaisé, hein. Et c'est ce qu'on appelle un essai simulé ou émulé. Ce n'est pas un vrai essai clinique, mais on essaye de mimer un essai clinique à partir de données de registres. Et finalement, lorsqu'on essaye d'analyser les patients les plus comparables, vous voyez qu'on part de plus de 4000 patients, et en fait, on arrive plutôt à 2600, 2700 patients qui sont beaucoup plus facilement comparables entre eux. Alors, première donnée très importante, c'est à mon avis fondamentale pour les patients, pour les médecins, c'est la comparaison de la tolérance. Parce qu'il faut d'abord que ces traitements soient au moins équivalents en termes de tolérance. Bien sûr, s'il s'avère, et c'est toujours possible qu'à l'avenir, il y ait certains traitements qui soient moins bien tolérés, qui entraînent vraiment plus de risques, quels qu'ils soient, c'est évident que ce sera très simple pour nous de dire ces traitements-là, on les abandonne ou on les réserve à des situations d'échec de nombreux traitements antérieurs. Et vous voyez que pour ces 3 traitements qui sont maintenant donnés depuis près de 15 ans, il n'y a aucune différence. Ça, c'est des courbes. Chaque couleur correspond à un médicament, un des 3 médicaments. Chaque fois que la courbe descend un petit peu, c'est qu'il est survenu un événement indésirable majeur de type une infection qui a nécessité une hospitalisation, un problème cardiovasculaire, par exemple. Et il n'y a aucune différence. Donc, le choix entre ces 3 traitements, si on se dit lequel vaudrait-il mieux prendre à l'avenir entre ces 3 traitements qui correspondent, qui ont des mêmes indications, hein, si on peut les donner aux mêmes patients, ce n'est pas la sécurité qu'on va comparer. Mais on a eu la surprise dans cette étude-là de voir qu'il y avait 2 traitements qui, par contre, en termes d'efficacité, alors là, on regarde le maintien du traitement, hein. On est dans des études dans la vraie vie. Ce qui est important, c'est que si un traitement est poursuivi, c'est qu'a priori, le patient l'apprécie, qu'il le supporte bien et que le médecin juge que ce traitement est efficace. Et on voit que finalement, pour les courbes bleues et les courbes rouges,
il y a assez peu d'arrêts de traitement. Alors que pour la courbe orange, il y a plus d'arrêts de traitement. Vous voyez, presque 40, 60%, plus d'un patient sur deux a arrêté ce traitement à 2 ans, alors qu'il y en a plutôt seulement 40% qui a arrêté l'un des deux autres traitements. Alors, on était assez surpris de cette différence. Et une des explications qu'on a trouvées, c'est que justement le traitement qui était moins maintenu dans le temps, c'est celui pour lequel probablement c'est un traitement qui est probablement plus efficace s'il est donné à une phase un peu plus précoce de la maladie. Hein, voilà une étude qu'on avait fait avec des registres européens, avec des collègues, où on comparait pour ce traitement l'abatacept, le maintien, toujours la même chose, est-ce que les patients le gardent au long cours? Vous voyez quand pour les patients dont c'était le premier traitement ciblé, la première biothérapie, le premier biologique, il y avait un maintien thérapeutique correct. Mais finalement, ce maintien thérapeutique diminuait quand on arrivait en deuxième, troisième ou quatrième ligne. Et ça, c'est vrai pour ce traitement-là, et ce n'est pas forcément vrai pour d'autres traitements qui maintiennent leur efficacité, même dans les polyarthrites plus anciennes et qui ont déjà été traités, notamment les anti-IL6, comme le tocilizumab, qui était là en la courbe rose. Finalement, les registres nous disent que si ce traitement-là est utilisé dans une forme plus ancienne de la polyarthrite, il marche aussi bien et son efficacité ne dépend pas du nombre de traitements antérieurs. Alors, voilà un exemple de recherche très appliquée de comparaison de traitement de la polyarthrite. Ce qu'on a aussi fait, c'est des études cliniques, un essai clinique il y a quelques années où on s'était posé la question avec beaucoup de rhumatologues français. Finalement, quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde qui a été traité par un anti-TNF, est-ce qu'il est préférable de lui donner un deuxième fois un anti-TNF différent, évidemment, du premier? Et ça, on avait quand même quelques années de recul pour savoir que globalement, ça marchait une fois sur deux au moins. Même si quelqu'un qui n'avait pas répondu à un premier anti-TNF, il pouvait répondre à un deuxième anti-TNF, donc au même mécanisme d'action. La question qu'on s'était posée, c'était finalement, maintenant, à un moment, on a de plus en plus de mécanismes d'action différents. On peut bloquer le TNF, mais on peut aussi bloquer le lymphocyte T, le lymphocyte B, bloquer une autre protéine de l'inflammation comme l'interleukine 6. On avait pris les différents médicaments qui étaient disponibles à l'époque et on avait fait un essai clinique, c'est-à-dire randomisé. Alors là, c'est un vrai essai clinique où les patients, et peut-être certains d'entre vous vont participer à cette étude, acceptaient de participer à cette étude clinique, acceptaient d'être tirés au sort pour recevoir, après échec d'un anti-TNF, soit un deuxième anti-TNF, soit un traitement ne bloquant pas le TNF. Et on avait comparé l'efficacité de ces traitements entre les deux bras. Voilà ce qu'on appelle le diagramme de flux. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça montre qu'on a bien analysé, qu'on a bien suivi les bonnes procédures, les bonnes règles du jeu d'un essai clinique. Qu'on a bien analysé tous les patients qui ont été inclus dans chaque groupe, le groupe deuxième anti-TNF ou le groupe autre mécanisme d'action. Et vous voyez qu'on a été très pragmatique, on a mélangé quand même des médicaments différents. Alors, d'un côté, que des médicaments qui bloquent le TNF, de l'autre côté, des médicaments qui avaient d'autres mécanismes d'action. Alors ensuite, voilà la répartition. Alors là, c'est plus homogène puisque justement, c'est un essai clinique, ce n'est pas une étude comme un registre. Donc, il y a assez peu de traitements de différence entre les deux bras en termes de caractéristiques de la polyarthrite, activité de la polyarthrite. Vous voyez le DAS28, 5,2 parmi les patients qui ont reçu un traitement en deuxième intention après échec d'un anti-TNF qui ont reçu un autre mécanisme d'action que le blocage du TNF, 5,0 pour les patients qui ont reçu un deuxième anti-TNF. Donc ça, c'est l'avantage d'un essai clinique où on est capable quand même de pouvoir juger vraiment de l'impact de l'intervention. Ici, la question, c'est est-ce que ça change quelque chose de donner un traitement différent d'un anti-TNF en deuxième intention après échec d'un premier anti-TNF? Et finalement, on a vu qu'effectivement, à 6 mois, si on regarde la réponse clinique, à 6 mois, les gens qui recevaient un deuxième anti-TNF ont retrouvé ce que je vous avais dit, 50% de patients qui avaient une réponse vraiment satisfaisante. Alors là, on peut dire, est-ce que c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein? C'est quand même des patients qui ont déjà eu beaucoup de traitements, du méthotrexate,
un premier anti-TNF, et voilà le deuxième anti-TNF, 50% seulement de chance d'action. Moi, dans mon expérience, et vous pourrez me donner votre expérience, mais il y a une lassitude, il y a une frustration. Il y a d'un côté le rhumato qui dit, je vous assure, j'espère que cette fois-ci, ce traitement va marcher. Mais à chaque fois qu'il y a un traitement qui risque de ne pas marcher, ça génère des douleurs, des frustrations. Donc, 50%, ouais, c'est bien pour les 50% de patients qui répondent, mais ce n'est pas bien pour les 50% de gens qui ne répondent pas, de patients qui ne répondent pas. Et par contre, quand on change de mécanisme d'action, vous voyez qu'on est plus proche de 70%. On a presque 20% de réponses en plus. Et c'était vrai également pour d'autres critères un peu plus exigeants. Hein, l'activité faible. L'activité faible, c'est vraiment, pour un patient, c'est se sentir vraiment bien. Hein, l'activité faible jugée par le rhumatologue correspond pour un patient à vraiment un état satisfaisant. Et bien là aussi, presque 20% de mieux, 44% à 6 mois versus 27%. On peut toujours aussi voir le verre à moitié vide, c'est-à-dire qu'en troisième ou quatrième ligne de traitement, seulement 44% de gens qui ont un état satisfaisant. Et si on regarde un critère encore plus fort qui est la rémission, vous voyez qu'on tombe à 27% versus 18%. Donc, ça vous montre aussi que malgré, alors là, c'est une étude qui a maintenant quelques années, donc on a d'autres armes, d'autres cartouches à notre fusil, mais ça montre qu'il y a encore de la place pour améliorer la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde, parce que malgré des traitements ciblés et différents traitements ciblés, on n'arrive vraiment pas pour une majorité de patients et de manière automatique à obtenir une efficacité très satisfaisante. Mais cette étude, en tout cas, suggère fortement, et moi c'est un peu ce que je propose à mes patients, c'est qu'en cas d'échec d'un anti-TNF, en général, je change un peu de mécanisme d'action pour le traitement suivant, sans penser qu'on ne reviendra jamais à un anti-TNF, mais en me disant on a peut-être plus de chances, d'après cette étude, d'obtenir une bonne réponse. Alors voilà un exemple d'étude qui est terminée. Je vais vous montrer maintenant une étude qu'on aimerait faire, hein, qu'on aimerait commencer si jamais on obtient tous les feux verts, et notamment le feu vert du ministre de la Recherche, c'est-à-dire le financement. Pour le moment, on est au milieu du gué, on a passé la première étape de sélection, on attend le résultat de la deuxième. Et ça, c'est vraiment directement issu de l'expérience de consultation avec nos patients qui nous disent, on leur dit, on introduit un nouveau traitement de la polyarthrite, et on dit rendez-vous, on se revoit dans 3 à 4 mois, le temps de pouvoir juger de l'efficacité du traitement. Et la réponse qui nous est souvent faite quand on revoit les patients 3 à 4 mois après, c'est que c'est long, 3 ou 4 mois, quand ça ne marche pas. Évidemment, quand ça marche rapidement, pas de problème, mais dans les situations où ça ne marche pas, moi j'ai vraiment des patients qui me challenge, entre guillemets, en tout cas qui me disent leur regret qu'on n'ait pas pu changer plus tôt. Et ça, c'est une vraie question de fond, c'est est-ce que est-ce que c'est possible? Vous savez que dans la polyarthrite, c'est très important d'avoir un suivi régulier, et si jamais la polyarthrite n'est pas assez bien contrôlée, s'il reste des articulations gonflées, s'il reste de l'inflammation, c'est important de changer de traitement. C'est ce qu'on appelle le contrôle serré. Et ce contrôle serré, les recommandations, c'est 3 à 6 mois, revoir les patients tous les 3 à 6 mois. Mais on a maintenant des médicaments qui agissent beaucoup plus vite pour certains. Hein, je pense aux traitements les plus récents, ceux qui bloquent l'interleukine 6 ou les comprimés qui bloquent les kinases JAK-STAT. Et ceux-là, on voit quand ils marchent souvent assez vite. Donc, nous, ce qu'on propose comme étude, c'est de comparer le suivi classique. Là aussi, hein, on est dans un essai clinique, c'est-à-dire qu'on va, si l'étude est acceptée, proposer aux patients d'y participer et proposer un tirage au sort entre un suivi normal où on se revoit à 3 mois, et si la polyarthrite n'est pas bien contrôlée, on change de traitement. Ça, c'est le suivi classique. Et puis, un suivi plus rapproché, plus serré, où on se revoit toutes les 6 semaines. Et si à 6 semaines, le traitement n'a pas fait la preuve d'un début d'efficacité, hein, il n'y a pas une amélioration perceptible par le patient, on change de traitement. Alors, vous voyez que ça fait potentiellement changer assez vite de traitement, hein, puisque quand on arrivera à 6 mois de traitement, certains, dans ce groupe-là de patients, il y aura eu, pour certains, 1, 2, 3 changements de traitement au lieu d'un.
Donc, il faut vraiment que cette stratégie, si cette stratégie est utile, il faut que cette stratégie montre qu'elle soit vraiment très utile parce qu'elle fait revenir plus souvent voir le rhumato et elle utilise plus de traitements potentiellement que l'approche classique. Mais c'est comme tout, on se pose la question, il y a une question qui vient des patients qui est c'est long quand ça ne marche pas. Ben, essayons de voir, évaluons scientifiquement tous ensemble s'il est possible de faire mieux et de changer plus rapidement de traitement. Si c'est le cas, si on prouve que c'est efficace, et ben alors on proposera éventuellement un suivi plus rapproché. Alors, je vais passer assez vite sur un autre projet qui est en cours, parce que j'aimerais qu'on ait un peu de temps pour les questions, et juste venir sur la partie comment est-ce que finalement, on a maintenant plus d'une dizaine de traitements ciblés, même sans compter les biosimilaires, qui sont des équivalents de traitements ciblés, d'un même traitement ciblé. On a quand même beaucoup de traitements différents. Comment est-ce qu'on essaye de raisonner actuellement pour choisir au mieux le traitement pour les patients, le traitement ciblé de la polyarthrite rhumatoïde, et quelles sont les pistes pour l'avenir? Alors actuellement, il y a d'une part l'utilisation de marqueurs sanguins assez simples. On va en discuter. Il y a aussi l'information que le patient nous donne. Est-ce qu'il supporte ou pas le méthotrexate? Ce traitement qui est un traitement important, très important de la polyarthrite rhumatoïde, mais qui est pour certains patients n'est pas bien supporté. Ça représente environ un tiers des patients. C'est une information importante parce qu'on va en tenir compte pour le choix du traitement. Et puis, on va aussi demander, faire l'interrogatoire sur ce qui n'a pas marché avant. Parfois, ça va nous donner des pistes pour mieux choisir le traitement suivant. Je vous ai donné l'exemple, si c'est un anti-TNF qui n'a pas marché juste avant, ben, voilà, dans mon expérience et suite à l'étude qu'on a faite, j'ai tendance à privilégier le choix d'un autre mécanisme d'action. Alors, les marqueurs sanguins, ben, finalement, c'est des marqueurs assez simples. Hein. Vous connaissez tous le facteur rhumatoïde ou les anticorps antipeptides citrulinés qui sont utilisés au début pour faire le diagnostic de la maladie. Ben, c'est des marqueurs qui peuvent nous aider. On sait que certains médicaments fonctionnent beaucoup mieux quand ils sont présents que lorsqu'ils sont absents. C'est le cas des traitements qui bloquent les lymphocytes B, hein, le rituximab, et c'est assez logique puisque c'est les lymphocytes B qui produisent ces anticorps. Donc, on préfère en général ne pas utiliser ces traitements chez les 10 à 20% de patients qui n'ont pas d'anticorps type facteur rhumatoïde ou anticorps antipeptides citrulinés. Alors qu'inversement, il y a beaucoup d'études qui ont montré que les anti-TNF marchent aussi bien qu'on ait ces marqueurs dans le sang ou pas. Marqueurs simples que les anticorps, facteurs rhumatoïdes, anti-CCP, on sait qu'il y a d'autres traitements. Je vous parlais avant de la Batacept, Laurencia. Laurencia marche, c'est une situation intermédiaire. Ça marche un peu mieux encore quand on a ces marqueurs, notamment quand on a à la fois le facteur rhumatoïde et les anti-CCP, mais ça marche aussi quand on ne les a pas. C'est différent, un peu différent des anti-TNF, c'est différent du rituximab qui ne marche pratiquement pas quand on n'a pas ces marqueurs dans le sang. Et on a aussi les marqueurs de l'inflammation, parce que, et ça, c'est des données assez récentes, mais lorsque là, vous connaissez tous la C-réactive protéine, la protéine C réactive, la CRP ou la vitesse de sédimentation, qui est souvent, pas toujours, mais qui est souvent élevée lors des poussées de la maladie, lors des poussées de polyarthrite, quand ces marqueurs sont augmentés dans le sang, on sait maintenant que certains traitements, comme ceux qui bloquent l'interleukine 6, le tocilizumab ou le sarilumab, je n'ai pas donné beaucoup de noms, mais c'est le Roactemra et le Kevzara, par exemple, dans cet exemple précis, marche mieux quand il y a de l'inflammation dans le sang que quand il n'y en a pas. Et maintenant, on vient de faire une étude qui montre qu'on peut combiner, quand on sait, et c'est des informations qu'on a, les deux médicaments dont j'ai parlé marchent encore mieux et marchent probablement un peu mieux qu'un anti-TNF si on est à la fois de l'inflation, on a à la fois de l'inflammation dans le sang avec une protéine C réactive élevée et on a des anticorps, antipeptides citrulinés. Si on a les deux, bah, peut-être qu'il vaut mieux choisir un anti-IL6 qu'un anti-TNF. Là, c'est vraiment de l'utilisation de marqueurs courants qu'on connaît, qu'on a dans vos prises de sang, et ça nous aide déjà bien. Ce n'est pas parfait, mais ça nous donne des indications sur des choix de traitement. Je vous parlais après de l'information.
si le patient supporte ou non le méthotrexate, ce qu'on appelle la monothérapie, être traité uniquement par un traitement ciblé sans méthotrexate, sachant qu'en général, si possible, on préfère, nous, au moins au début, avoir une association méthotrexate plus traitement ciblé. En général, le méthotrexate est débuté en première intention, puis en cas d'échec, en général, on rajoute un traitement, souvent un traitement ciblé, et c'est uniquement chez les patients qui ne supportent pas le méthotrexate qu'on arrête, qu'on donne un traitement ciblé sans méthotrexate. Et ça a un impact selon les traitements. C'est-à-dire que les anti-TNF, là c'est l'exemple de l'Humira ou de l'Amgevita ou de l'Ulio ou de l'irimose, l'adalimumab, on sait que les anti-TNF, là c'est un exemple d'efficacité. À gauche, vous avez l'amélioration du nombre d'articulations douloureuses gonflées de la CRP, la réponse, 50% de réponse, qu'on appelle la CR50. À droite, vous avez l'évolution au niveau des radios, la progression, l'aggravation des choses. Et bien, finalement, l'anti-TNF fait beaucoup mieux lorsqu'il est groupé avec le méthotrexate. Il bloque beaucoup mieux, regardez la courbe. Vous avez la progression, l'aggravation radiographique sous méthotrexate dans la polyarthrite récente. Méthotrexate seul, c'est la courbe bleue. 5 points d'aggravation, c'est beaucoup, c'est une articulation abîmée. Il y a presque 10 points à 2 ans. Et vous avez pratiquement pas d'aggravation quand vous avez la combinaison d'un anti-TNF et du méthotrexate, alors que quand vous mettez juste un anti-TNF, finalement, il y a une réponse intermédiaire. Donc, il vaut mieux, avec les anti-TNF, pouvoir, chez les patients qui le supportent, mettre du méthotrexate. Et on a, comme dit, presque un patient sur 3 qui ne supporte pas bien le méthotrexate, même s'il faut aussi, parfois, moi j'ai peut-être que vous avez eu l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, le méthotrexate en comprimé n'était pas bien supporté, on réessaye 5 ans plus tard, parfois en passant par le stylo injectable, et là on a la bonne surprise de voir que ça marche. Donc il faut aussi parfois réessayer, réessayer le méthotrexate. Parfois on ne l'avait pas supporté, mais on le supporte finalement, simplement parfois en changeant un peu la dose ou en changeant le mode d'administration, un stylo injectable au lieu du comprimé ou un comprimé au lieu du stylo injectable. Ça vaut le coup, c'est un traitement tellement important qui améliore tellement, qui est synergique avec le traitement ciblé. Je pense que ça vaut, il ne faut pas non plus avoir d'idées préconçues et se donner la chance de le réessayer. Mais il y a authentiquement un tiers des patients qui ne supportent pas bien le méthotrexate, ou chez qui, quand je dis supportent pas bien, parfois les enzymes du foie montent vraiment beaucoup, parce que quand elles montent un peu, ce n'est pas non plus c'est pas un problème, il n'y a pas de risque, mais quand elles montent vraiment beaucoup, voilà, on sait que ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, il vaut mieux donner certains. On a dit que les anti-TNF, ils marchent mieux avec le méthotrexate. Donc, si on ne peut pas donner de méthotrexate, il vaut mieux donner un traitement qui a moins besoin du méthotrexate, comme les anti-IL6. Et dans chaque comparaison qui a été faite entre un anti-TNF et un anti-IL6, ça c'est 3 molécules différentes. À chaque fois, l'anti-IL6 fait mieux que l'anti-TNF quand il est donné sans méthotrexate. Donc, c'est aussi vrai pour la catégorie de nouveaux traitemts qui se donnent en comprimé, qui bloquent les kinases. Ça marche presque aussi bien sans métaux qu'avec métaux. Donc voilà, c'est une info très importante, très facile à obtenir, savoir est-ce que vous supportez ou pas le méthotrexate, et ça nous guide dans notre choix aussi. Donc, je voulais finir, pour qu'on se laisse un peu de temps pour les questions, par le futur. Le futur, a déjà un peu commencé, c'est de trouver des marqueurs qui nous permettent de prédire vraiment à l'avance, avant de commencer un traitement, et pas seulement les marqueurs classiques comme les anticorps et la CRP, pouvoir prédire l'efficacité d'un traitement. Notre rêve à tous, ce serait de pouvoir faire un peu comme, vous savez, un test à la bandelette, par exemple, un test minute, qui nous disent, pour ce patient, vous testez plutôt, commencer ce traitement-là plutôt qu'un autre, il a plus de chances de marcher ou il a plus de chances d'être supporté. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est l'énorme effort qui a été fait de recherche pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'articulation. On sait très bien que le sang est un reflet un peu indirect de ce qui se passe, de l'inflammation dans l'articulation. Et il y a des équipes belges, anglaises et maintenant des équipes françaises qui travaillent qui font de la recherche sur l'intérêt
de marqueurs, d'abord dans l'articulation, et puis après, on fait des biopsies synoviales. Alors là, la technique s'est bien améliorée. Maintenant, ça se fait sous échographie avec des toutes petites aiguilles. Et nous, on en fait dans le service. Ce n'est pas plus douloureux qu'une ponction articulaire. Et ça permet de retirer un tout petit peu de tissu synovial qu'on peut analyser. Et là, on se rend compte qu'il y a différents profils, alors que extérieurement, la polyarthrite rhumatoïde se ressemble de patient à patient. Il y a le même nombre d'articulations gonflées, douloureuses, la CRP est la même. À l'intérieur de l'articulation, ça peut être différent. À l'intérieur de l'articulation, il peut y avoir plutôt certains types de cellules, plutôt certains lymphocytes, plutôt certains macrophages, et parfois un profil où il n'y a pas d'inflammation du tout, ce qui est très surprenant, un profil avec de la fibrose. Et il est très probable que ce ne soient pas les mêmes traitements qui agissent en fonction de ce qui se passe dans l'articulation. Donc là, très récemment, il y a une étude qui a comparé à partir de une étude anglaise qui vient d'être publiée, qui montre que lorsque dans l'articulation, il y a assez peu de lymphocytes B, il vaut mieux donner, et c'est une belle étude randomisée, il vaut mieux donner un traitement qui bloque l'interleukine 6 que de donner un traitement anti-lymphocyte B chez les gens qui ont peu de lymphocytes B dans l'articulation. C'est assez logique, mais ça n'avait jamais été montré. Et ce qui est très important, c'est que toutes ces études, tous ces travaux sur la biopsie synoviale qui sont faits un peu partout, le but, c'est de trouver dans le sang des marqueurs très bien corrélés à ce qui se passe dans l'articulation. Parce qu'en dehors de la recherche, on ne veut pas avoir besoin de faire une biopsie dans l'articulation. Ce qu'on veut, c'est trouver des marqueurs dans le sang très faciles, dans une prise de sang de routine, de suivi, qui soient très bien corrélés à ce qui se passe à l'intérieur de l'articulation. Et ça, c'est un exemple avec deux marqueurs assez simples à rechercher dans le sang, qui sont extrêmement bien corrélés avec ce qui se passe dans l'articulation. Et avec la combinaison de ces deux marqueurs, on peut à nouveau prédire relativement bien s'il vaut mieux donner un traitement qui bloque une protéine de l'inflammation comme le TNF ou une autre protéine de l'inflammation comme l'interleukine 6, alors que sur la présentation en consultation, impossible de le prédire. Donc, il y a vraiment beaucoup de recherches sur ces marqueurs sanguins corrélés à des marqueurs articulaires, à des marqueurs synoviaux. Et à mon avis, c'est ça qui va vraiment beaucoup faire progresser les choses à l'avenir. Et donc, je voulais finir par vous remercier pour votre attention. J'espère que le son est bien passé. Vous êtes encore très nombreux, même en fin d'exposé. Et donc, je vous remercie pour votre patience. Et je vous remercie aussi pour tout ce que vous apportez à votre propre prise en charge par vos remarques en consultation et par votre coopération dans tous les projets de recherche. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la rhumato. Vraiment, c'est extraordinaire. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle il y a des progrès en rhumatologie, dans la polyarthrite rhumatoïde et dans d'autres domaines aussi qu'on n'a pas abordés aujourd'hui. Donc, merci à vous et à votre disposition pour discuter. Merci beaucoup pour votre exposé très complet. C'est vrai que c'était particulièrement intéressant de bien comprendre les stratégies de prise en charge des associations de médicaments. Donc, il y a évidemment des questions autour de ces sujets-là. On a notamment des questions autour du méthotrexate avec voilà, des retours d'expérience expliquant qu'en adaptant le dosage, en l'enlevant de la biothérapie, ça suffisait, puis plus, donc ça a été réintroduit. Et aussi de tester la voie sous-cutanée du métaux. Donc voilà, des premiers retours autour de ça. C'est important, tous ces retours d'expérience, parce que je crois que pour des patients, il y a bien sûr le discours médical, mais le retour d'expérience des patients a une valeur infinie. Donc, c'est exactement ce qu'on observe en consultation. Et le méthotrexate est un traitement tellement important des rhumatismes inflammatoires en général, et en particulier la polyarthrite, que ça vaut le coup. J'imagine à quel point c'est une mauvaise expérience, des troubles digestifs ou une alerte par le médecin traitant, le rhumato, parce que les marqueurs dans le sang, les enzymes du foie sont augmentés. J'imagine très bien à quel point ça peut être stressant. Mais d'avoir le courage de recommencer, voilà, de l'arrêter. Et puis à un moment donné, si on vous le propose, de le recommencer à une dose différente, avec une voie différente, je vous assure, très souvent ça marche. Très souvent ça marche et ça améliore, ça diminue vraiment les douleurs.
Donc, c'est intéressant aussi cette notion je veux dire, de tester en lien avec le médecin, d'où l'intérêt de toujours être le plus franc possible avec son rhumato pour que la stratégie soit la plus efficace possible. Parce que j'imagine que si on ne dit pas au rhumato que finalement on prend plus son métaux, ça change quand même les choses. On pourrait Ah ouais, passer bien sur sûr. une autre biothérapie alors que celle-là pourrait suffire. Absolument, mais c'est hyper important, hyper important. Il faut pas. On a quand même changé d'époque. Enfin, j'espère. Moi, je suis épaté par justement les connaissances de mes patients, la préparation des consultations, avec vraiment chose, moi, j'en attends pas tant mieux, mais voilà, c'est super de préparer les consultes à ce point-là. Mais oui, dites-le nous, c'est tellement plus, c'est tellement. De toute façon, nous, on va le demander. Mais vous le prenez, voilà, dites-nous franchement, vous le prenez pas. Bon, et on n'est pas du tout, voilà, on n'est pas policier. Hein, c'est simplement, effectivement, et c'est aussi vrai là, on parle. J'ai choisi parce que c'est les patients qu'on voit le plus à l'hôpital, hein, mais de parler de traitement ciblé. Mais le méthotrexate en début de polyarthrite, à la bonne dose et avec la bonne voie, ça suffit souvent. Et ça permet d'éviter des traitements plus puissants. Donc, il faut effectivement parlez-nous encore plus, encore mieux. N'ayez pas peur. Aline nous fait une remarque en disant à changer de traitement trop vite ou trop souvent, est-ce qu'on risque pas de faire rapidement le tour des traitements et de devoir recommencer finalement ce tour-là? C'est une très bonne remarque. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Il faut pas garder des traitements qui ne fonctionnent pas, ça c'est sûr. Il faut laisser le temps aux médicaments, faut laisser le temps de pouvoir juger sereinement. On sait que certains traitements, là j'ai été un peu rapide, mais on sait que certains traitements mettent du temps. Par exemple, j'ai parlé des traitements anti-CD20, ça, on sait que ce n'est pas la peine de juger avant 4 mois. Donc, on fait les perfusions et on va juger 4 mois plus tard. Et on prévient les patients. Alors, en général, il y a au moment de la perfusion un peu de cortisone qui permet d'aller quand même vite mieux et de ne pas être dans la souffrance pendant aussi longtemps. Mais on prévient que l'efficacité sera jugée au bout de 3 à 4 mois. C'est vraiment pour certains traitements particuliers plus récents qui agissent vraiment vite. On peut se demander, et c'est cela qu'on cible dans l'étude qu'on veut faire, c'est voilà, si ceux-là, en regardant les données des études déjà faites, on voit que quand il marche très très vite. Donc inversement, quand il ne marche pas, on a une très forte chance qu'il ne marche pas. Mais c'est ce que nous, on apprend à nos internes, on leur dit attention, voilà, bien sûr, il y a beaucoup d'armes et on a dans la polyarthrite rhumatoïde proportionnellement plus de traitements que dans certains autres rhumatismes, mais voilà, la réserve n'est pas infinie. Les traitements, la connaissance qu'on a sur la sécurité des traitements, on a les anti-TNF, on a le méthotrexate, ça fait 40 ans qu'on l'utilise. Les anti-TNF, ça fait 20 ans. Certains autres, ça fait 10-15 ans. D'autres, ça fait 3-4 ans. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, on préfère aussi, si possible, utiliser d'abord les traitements qu'on connaît le mieux et le plus. Ça, j'en ai pas parlé, non, mais ça intervient évidemment dans le choix des traitements. Il n'y a pas que les marqueurs du sang, etc. C'est l'intégration de tout ça. Ok, l'expérience aussi, évidemment, de tout ça. Et Tracy nous pose une question autour de la cortisone en disant qu'elle a été traitée dans différents pays, Angleterre, Pays-Bas, Autriche, et qu'il n'y a qu'en France qu'on lui propose de la cortisone. Dans les autres pays, ils n'étaient pas favorables à cette approche. Donc, elle s'interroge, est-ce qu'il y a des résultats différents en France pour qu'on maintienne cette cortisone? c'est une excellente question. C'est quelque chose aussi, on discute beaucoup entre nous, entre rhumatos des différents pays. Est-ce qu'on utilise effectivement le but ultime, idéal pour tout le monde, dans tous les pays, pour tous les patients, c'est d'en utiliser le moins possible. Ça, il faut être clair. Hein. Alors, on n'y arrive pas toujours. On n'y arrive pas toujours. Quand on regarde, alors après, si on veut répondre de façon scientifique, quand on compare, parce que quand on compare dans les registres la dose de cortisone initiale quand les patients débutent un traitement ciblé, elle est globalement, on retrouve à peu près 70 à 80% de patients qui ont de la cortisone au début du traitement ciblé. On retrouve une dose moyenne qui est de l'ordre de 5 à 7 mg par jour au début du traitement ciblé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on trouve des traitements efficaces, il y a un vrai effet d'épargne et on arrive très souvent à vraiment diminuer et à arrêter le traitement, mais pas toujours. Donc, il faut. Et la question est d'autant plus intéressante que
Il continue à y avoir un débat. Alors, évidemment, au long cours, la cortisone n'est pas bonne. Il faut essayer de la diminuer, de l'arrêter quand c'est possible, et quitte à utiliser différents traitements ciblés et trouver le bon pour pouvoir baisser cette cortisone. Mais il semble qu'au début de la polyarthrite, et pendant une période courte, il n'est pas inintéressant d'avoir un peu de cortisone pendant 3 à 6 mois, à petite dose. Alors, elle est utilisée différemment, la cortisone. Dans les collègues anglais, ils font une injection intramusculaire. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a quand même la cortisone. Mais les collègues anglais considèrent, et hollandais, que le problème avec la cortisone, c'est ça crée une dépendance. Ça marche surtout, on est mieux, on est plus en forme. Et c'est parfois un peu difficile, une fois qu'on a commencé, de l'arrêter, malgré tous les efforts qu'on fait tous. Donc, certains collègues à l'étranger préfèrent utiliser la cortisone uniquement en injectable pour qu'il n'y ait pas de tentation de prendre la cortisone. Mais on réfléchit tous, vraiment, on essaye d'en donner le moins possible, le moins longtemps possible. C'est notre but à tous. Donc, on a un petit appel là de Karine qui vient juste d'être diagnostiquée de sa PR et qui n'a pas gros moral. Donc, voilà, qui est sous métaux depuis 5 semaines. Alors là, Karine, il faut vraiment, vraiment pas du tout pas avoir le moral. Au contraire, on est au début de la prise en charge et en général, voilà, je suis sûr que vous êtes bien prise en charge. Le méthotrexate, c'est un peu tôt, 5 semaines. Hein, ça va commencer à agir là, si ça n'a pas commencé. Et il faut revoir, si ça ne va pas mieux, vraiment, là, c'est important de revoir assez vite votre rhumato. C'est important parce que voilà, 5 semaines de méthotrexate, voilà, d'ici 1 à 2 semaines, vous êtes à peu près à l'effet attendu. Et si cet effet n'est pas suffisant, votre rhumato va trouver une solution en faisant ce qu'on a dit, en essayant d'optimiser la dose, de changer peut-être le mode. Mais voilà, c'est une maladie. Quand on a la chance d'être pris en charge rapidement en 2021, ça soigne quand même très, très bien et on a une qualité de vie qui peut être excellente, excellente. Moi, j'ai des patients qui vraiment, voilà, après, ils viennent me dire bonjour. Donc, on peut, voilà, il faut bien sûr être réaliste. Il y a des formes très sévères, très réfractaires. Je vous ai montré des chiffres, mais en début de prise en charge, il faut aussi, enfin, il faut toujours être optimiste. Il n'y a pas de raison, vraiment. Hein, donc, gardez le moral. Alors, on a des questions de Marie-Cécile et de Régine notamment qui nous demandent si vous pouvez préciser quels sont les marqueurs sanguins parce que pas d'inflammation des articulations et CRP quasi normal pour l'une et l'autre qui s'interroge sur les enzymes du foie, à partir de quelle valeur on peut considérer qu'elles sont trop élevées. Ouais. Alors, les enzymes du foie, vraiment 3 fois la normale. Hein, il ne faut pas regarder le chiffre, il faut regarder la norme. Dans chaque labo, elle est un peu différente. Plus de 3 fois la normale, là, franchement, c'est pas bien. C'est pas bien. Et en dessous, surtout si on est bien, parce que ça peut fluctuer, honnêtement, il suffit de faire la prise de sang. Parfois, le lendemain du métaux, par contre, de la faire 2 jours après, selon le jour où on fait la prise de sang, d'avoir des petites anomalies, vous savez, avec les chiffres en gras sur la prise de sang. Alors, ça inquiète beaucoup, mais quand c'est, voilà, en dessous de 2 fois la normale, aucune importance. Entre 2 et 3, on parlait à son médecin. Plus de 3, appelez son médecin et arrêtez le méthotrexate. Mais parfois, c'est juste quelque chose, voilà, de contemporain, une infection virale, on arrête et on reprend à dose un peu en dessous. Ce n'est pas parce qu'une fois, il y a eu nécessité d'arrêter le méthotrexate, c'est un médicament qui s'arrête quand même, le méthotrexate. Par exemple, je prends l'exemple, là, vous avez eu une session sur le Covid là, récemment ou pas? Ça fait un petit moment, 2 mois peut-être. Ouais. On vous avait parlé, voilà, et on est beaucoup, alors pas tous, mais à proposer d'arrêter le méthotrexate la semaine où on fait le vaccin, par exemple, contre le Covid. Une semaine, ou éventuellement la semaine suivante, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de poussée. Donc, il faut aussi, c'est pas parce qu'on arrête, parce qu'il y a quelque chose de spécial, un vaccin ou une anomalie de la prise de sang, qu'on va pas pouvoir le reprendre et qu'il va y avoir. C'est un médicament, c'est pour ça, pour votre, je crois que c'était Karine, c'est un médicament qui met du temps à agir, mais une fois qu'il agit, il agit bien et c'est pas le fait de le rater une fois qui va entraîner des gros problèmes. Alors ça, c'est pour les enzymes du foie. Et pour les marqueurs du sang, en routine, c'est effectivement, la CRP, elle peut être normale, ça c'est vrai. Et ça donne une indication. Vous voyez, CRP normal, moi je ne vais pas utiliser certains traitements et plutôt en utiliser d'autres. Et puis les autres marqueurs, c'est les facteurs rhumatoïdes, les anti-CCP. Vous savez ce que les rhumatos appellent parfois très improprement, parce que la polyarthrite rhumatoïde séropositive, c'est peut-être un mot que vous avez vu et qui fait parfois un peu peur, c'est-à-dire d'être positif, pas pour le VIH évidemment, mais pour le
facteurs rhumatoïdes, les anticorps anti-CCP, ça donne une indication, certains traitements qui risquent de mieux marcher, d'autres. On est au début, il va y avoir de plus en plus de marqueurs comme ça, assez faciles à doser. Ok, très bien. Alors, bon, plein de questions. Donc, j'essaie de les réunir, mais c'est pas forcément évident. Un peu dans la même idée, tout à l'heure, je ne sais plus qui, pardon, c'est Sylvia qui disait l'AVS n'est plus souvent pratiquée, lui dit son médecin, alors, parce que d'autres marqueurs existent. Est-ce que c'est une question d'économie de plus tourner vers l'AVS? Ah, pas du tout, non. Alors là, c'est un des exemples où l'AVS n'apporte plus grand-chose, en fait, en tout cas dans la polyarthrite rhumatoïde, par rapport à la CRP, ça apporte rien. Donc, la CRP hein, est plus fiable. C'est vrai qu'il ne faut pas regretter la vitesse de sédimentation. Il y a pas, voilà, c'est pas pour l'économie là. En tout cas, ou si c'en est une, c'est une bonne économie. Ça sert à rien quand on a la CRP. Vraiment pas de regret. Alors, on a Nathalie qui nous demande si elle a bien compris qu'avec du Xeljanz, le métaux ne doit pas être forcément associé. Voilà, alors le Xeljanz pour les autres auditeurs, c'est donc un de ces nouveaux traitements qui bloque les kinases JAK-STAT et qui fait partie des traitements pour lesquels le méthotrexate est un peu moins important. Hein, et donc, il est possible, quand la polyarthrite va très bien, hein, de discuter avec son rhumatologue, bah, si ce n'est pas possible d'arrêter le si on a du méthotrexate, moi souvent je mets les deux, et puis quand ça va bien, bah, j'essaie d'arrêter le méthotrexate. Hein, ou de baisser la dose de Xeljanz. Il y a plein de trucs à faire, c'est ça qui est. Il y a toujours des trucs à faire pour essayer d'alléger les traitements quand ça va. Alors, on nous demande aussi, Marie-Caroline, si un taux élevé du facteur rhumatoïde signifie que la maladie est active. Non, non, ça n'a aucune importance. Hein, c'est un dosage qui est fait au début, normalement, pour le diagnostic, et il n'y a pas lieu de le répéter. Ça ne change pas la prise en charge. Je ne veux pas dire que la maladie est plus méchante du tout. Hein. Globalement, ce qui est vrai, c'est que d'avoir du facteur rhumatoïde des anti-CCP, c'est un profil de polyarthrite un peu différent, mais c'est 80%, c'est le profil majoritaire. Mais il n'y a aucun intérêt à le redoser et s'inquiéter pour ces chiffres. C'est comme, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous dosent souvent les antinucléaires avec le type d'antinucléaire, ça n'a aucune importance. Il faut plutôt pas doser ces anticorps de façon répétée, ça ne sert à rien et ça inquiète. Alors, on a une question polémique. Les rhumatologues consultants en cabinet de ville sont-ils aussi informés que les hospitaliers? Alors moi, j'ai l'impression que alors c'est peut-être un peu biaisé parce que voilà, moi je travaille à Strasbourg, je fais 10 ans à Paris où j'avais aussi l'impression de voir des rhumatos libéraux très informés. Et j'ai toujours cette impression à Strasbourg avec à la fois des gens très informés, très réactifs. Qui n'hésitent pas à nous. Voilà, ils ont nos téléphones portables, ils ont la moindre hésitation. Ils nous appellent. Moi, j'irai me faire traiter. J'ai aucun. Voilà, honnêtement, l'hôpital n'apporte pas forcément. Sur la polyarthrite rhumatoïde, les rhumatos libéraux, je les trouve vraiment bons. Alors, on a une inquiétude de Christine par rapport à la discussion sur la cortisone qui nous dit, oulala, moi, ça fait 30 ans que je prends de la cortisone. Donc, Ça dépend. inquiétude. Oui, hein, alors je ne voulais surtout pas créer de l'inquiétude. Tout dépend de la dose. Tout dépend de la dose et tout dépend de la situation de chacun. Ce qui est chouette, ce qui serait chouette, c'est qu'à la prochaine consultation, vous en discutiez avec votre rhumato en disant, au fait, là, j'ai pas, 4 mg de cortencil ou 5 mg, je suis pas mal, est-ce que je peux essayer de baisser à 4, hein, et voilà, essayer de grignoter milligrammes par milligramme. Et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais si on y arrive, c'est super. Et souvent, on y arrive. Mais il faut y aller Oui, doucement. c'est ça, un projet commun avec le rhumato, que le patient soit Exactement. aussi moteur dans Ah, cette mais c'est démarche-là. indispensable. Indispensable. Annick nous demande s'il est vrai que la PR ne s'attaque pas au pouce des mains en général. Ah ouais, c'est global. Que dire, souvent, en tout cas, l'atteinte la plus fréquente du pouce, c'est ce qu'on appelle la rhizarthrose, hein, qui touche tout le monde et pas qu'on est voilà, et qui fait partie plutôt du spectre de l'arthrose, du domaine de l'arthrose de la polyarthrite. Mais malheureusement, la polyarthrite touche aussi le pouce. Hein. Nous, on nous a appris quand on était jeune une déformation qui s'appelle le pouce en Z, que j'espère qu'on verra plus, puisqu'on a des traitements qui marchent quand même beaucoup mieux que quand j'étais jeune, donc on ne devrait plus l'avoir.
Donc, mais oui, ça peut toucher quand même le pouce. Ça peut. Alors, Martine nous dit 30 ans de cortisone, 4 mg par jour, a provoqué de multiples fractures spontanées, bassin, sacrum, vertèbre, pas de consolidation au bout de 6 mois, cimentation non envisagée car j'ai 2 prothèses de hanche, que faire? Ah bon, là, on rentre un peu dans des cas Oui, mais médicaux, mais… c'est important. Je crois que c'est aussi pour ça, parce que au-delà de la situation particulière, ben, c'est une réflexion générale. La réflexion générale, c'est qu'il faut bien sûr, on a aussi fait d'énormes progrès dans la prise en charge de l'ostéoporose. Donc, dans les situations qui existent, où on n'arrive quand même pas à descendre en dessous de 4 ou 3 ou 2, et qu'il y a une ostéoporose fracturaire, optimiser au maximum, discuter avec le rhumato, est-ce que j'ai la meilleure prise en charge de l'ostéoporose aussi, hein, parce que ça permet de compenser un peu la petite corticothérapie. Puis pareil, quand même, essayer de diminuer d'1 milligramme, comme ça, on peut voir ce qui se passe. Est-ce que vraiment c'est moins bien? Est-ce que les douleurs qu'on a en plus, c'est vraiment des douleurs de la polyarthrite, ou c'est on a un peu plus mal au dos parce que voilà, 1 milligramme de cortisone en plus, ça agit aussi sur l'arthrose, mais est-ce qu'on ne peut pas jouer sur les douleurs du dos en faisant un peu plus de kiné, un peu plus d'autres choses, et voilà, et accepter, et accepter de baisser. Enfin, c'est du grignotage milligramme par milligramme la cortisone, mais il arrive qu'on n'arrive pas à descendre en dessous de 4. Alors là, on a beaucoup de commentaires sur la troisième injection, la Ah fameuse ouais. troisième injection. Alors là, on peut simplifier. Il y a vraiment une seule situation où c'est vraiment important, c'est avec ce fameux traitement qu'on donne en perfusion, qui est le rituximab, hein, qui agit sur les cellules qui produisent les anticorps, qui sont celles qui sont les lymphocytes B, qui sont celles qui sont stimulées après la vaccination. Donc pour les patients, et je pense que statistiquement, sur une centaine de patients, il ne doit pas y en avoir 10, je pense, qui sont traités actuellement par ce médicament-là. Et pour ces patients-là, c'est important de se vacciner à distance de la perfusion. Parce que si vous faites la perfusion, vous faites le vaccin le lendemain, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait. Donc nous, on a envoyé un courrier à tous nos malades sous ces traitements-là. Je ne sais pas si ça a été fait ailleurs, en leur disant, voilà, on vous conseille de vous faire vacciner 3-4 mois après la dernière perfusion. Et pour ces patients-là, la troisième dose vaut le coup. Mais par contre, il y a eu, c'est le problème avec le Covid, il y a beaucoup d'inquiétudes qui a été générée avec cette troisième dose. Tous les autres traitements, méthotrexate, anti-TNF, hein, on ne va pas les lister tous, il n'y a probablement aucun intérêt à faire une troisième dose. Les gens s'immunisent très bien. Alors, on Alors, aura une le autre problème. petite, pardon, Ouais. Allez-y, allez-y. une autre petite question sur est-ce que facteur rhumatoïde élevé et anti-CCP signifie une moins bonne réponse aux anti-TNF? Non, non, c'est pas du tout une moins bonne réponse. Ça marche aussi bien. C'est un médicament extraordinaire, les anti-TNF, qui marchent que vous ayez ou pas des anti-CCP facteurs rhumatoïdes, alors que certains traitements ne marcheront pas dans certaines situations. Mais là, c'est une espèce de couteau suisse. Les anti-TNF, ça marche très très bien sur beaucoup de choses. Alors, Gisèle nous dit qu'elle a aussi été informée par son rhumatologue. Donc, Nicole, les injections. Non, c'était Sylvia. Votre avis sur la prise d'hydrocortisone, hormone corticoïde qui remplace le cortisol sécrété naturellement par les surrénales, 2 comprimés 20 mg par jour, j'en prends depuis 15 ans. Ben ça, c'est parfait. Ça, c'est de la cortisone bio, naturelle, qui n'a pas d'effet secondaire, qui remplace juste la fabrication de la cortisone naturelle, mais qui n'a pas les effets délétères sur les os, etc. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez continuer à la prendre sans inquiétude. Alors, Josso qui nous dit je me fais Metoject le dimanche, ma première injection pour le Covid demain, vendredi. Dois-je passer mon injection dimanche? Oui, oui, et si possible, le dimanche d'après aussi, c'est encore mieux. Ok. Alors, je vais arrêter là avec les questions Covid et vous reposer plus des questions autour de la recherche avec Karim qui nous demandait s'il y avait des essais, notamment autour des traitements préventifs ou des protocoles de détection plus précoces, notamment chez l'enfant. Alors, c'est un sujet il y a beaucoup de recherches qui est faite, pas beaucoup en France, mais dans d'autres pays comme en Suisse. Et on est en train de réfléchir à ça, effectivement, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose de français sur le sujet. Alors, on revient aux questions Covid, hein, forcément. La SFR propose de privilégier les vaccins ARN. Quand on a fait la première injection avec un Astra, est-ce qu'on peut demander un autre vaccin pour la deuxième?
Alors, bon, personne ne sait vraiment. Il faut avoir aucune inquiétude. En tout cas, l'Astra 2 fois, c'est très bien. L'Astra et un changement vaccin ARN, c'est très bien aussi. Toutes les combinaisons sont possibles. Après, ça dépend un peu de ce que vous arrivez à avoir. Moi, je crois que ce qui est important, c'est d'être vacciné en ce moment. On est encore dans une période où il y a beaucoup de virus. Et de toute façon, on va être amenés tous à se revacciner assez régulièrement. Donc, l'intérêt principal d'un vaccin ARN actuellement, c'est surtout que ça couvre un tout petit peu mieux, semble-t-il, les variants qui ne sont pas encore vraiment là. Donc, si vous arrivez, mais sans retarder trop, à avoir une deuxième dose avec autre chose qu'un Astra, tant mieux. Mais sinon, il vaut mieux faire les 2 Astra. On est bien protégé pour l'été parce que là, on va à nouveau, heureusement, descendre un peu cet été. On va pouvoir souffler un petit peu et puis après, on verra bien à la rentrée. Mais à la rentrée, là, on a appris tous à vivre malheureusement voilà, hein, au jour le jour. Et ce qui est important, c'est d'être protégé maintenant. Hein, et ensuite, on verra. Alors évidemment, on nous demande, mais quelle est cette cortisone naturelle dont vous parlez? Est-ce que vous pouvez nous donner des noms exacts? Et Aline Non, qui renchérit en nous disant, pourquoi ne pas proposer de l'hydrocortisone à tous les patients? Et est-ce qu'on peut passer de la cortisone à l'hydrocortisone? alors en fait, on propose de l'hydrocortisone uniquement quand la dose de cortisone, l'effet anti-inflammatoire, la cortisone, on la donne parce que les gens vont pas bien, parce qu'ils ont des douleurs articulaires, etc. Donc soit on arrive à diminuer progressivement. Il ne faut pas arrêter d'un coup une cortisone qu'on prend depuis longtemps parce que les glandes ne prennent pas le relais. Donc, ou bien on arrive à diminuer très progressivement, et là, il y a 2 stratégies, ou bien on diminue milligramme par milligramme, ou bien on passe plus vite par l'hydrocortisone dont on parlait, et à un moment donné, on teste pour voir si les glandes qui fabriquent la cortisone naturelle sont capables de prendre le relais. Ou bien on n'arrive pas à faire ça et l'hydrocortisone ne va pas régler le problème des douleurs articulaires parce qu'elle n'a pas l'action anti-inflammatoire. Donc, dans ce cas-là, on reste plutôt à 4-5 mg de cortencil et pas de cortisone. La cortisone naturelle, c'est juste pour chez les patients dont les glandes qui vont bien, qui ont une polyarthrite qui va bien, mais qui n'ont pas, qui, à cause d'un traitement assez long par cortisone, ne sont plus capables de fabriquer leur propre cortisone naturelle. Je ne suis pas sûr d'être hyper clair, mais enfin voilà. Si, je crois que c'est bon. André nous demande s'il a bien compris, la semaine du vaccin, on suspend le méthotrexate. Oui, et si possible, la semaine d'après, alors là, c'est top. C'est encore mieux. Une semaine avant, une semaine après, comme non, ça, on est bien. alors, pas la semaine vraiment avant, la semaine du vaccin. La semaine du vaccin et la semaine d'après, on le sait parce qu'il y a une belle étude qui a été faite, une étude avec randomisée, avec comparaison entre 2 groupes, pour le vaccin contre la grippe. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est pour le vaccin pour la grippe, on a vu qu'il n'y avait pas plus de poussée de la polyarthrite quand on arrêtait 2 semaines comme ça et qu'on avait un taux d'anticorps un peu supérieur. Mais pas de catastrophe non plus pour ceux qui n'ont pas arrêté le méthotrexate. Honnêtement, ça ne change pas. C'est encore mieux de l'arrêter si on peut. Voilà, mais ce qui est important, c'est de se vacciner. C'est pas, voilà. Le reste, c'est du bonus. Ça marche. Pour toutes les autres questions Covid, je vous invite à revoir les webconférences qu'on a déjà faites sur le sujet où tout a quand même été pas mal abordé en détail parce que là, on est en train de grignoter sur votre temps. J'ai une dernière question pour vous. Quels sont les traitements qui sont un petit peu là dans le pipe et qui vont nous arriver prochainement? Alors, il y a... On ne vous entend plus. Ouais, alors, attendez. Tac, tac, tac. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. C'est mieux là? Oui. Bon, il y a des choses intéressantes qui arrivent, qui bloquent une cellule très intéressante qui est le macrophage. Le macrophage, on a parlé des lymphocytes, on a parlé des protéines de l'inflammation, mais il y a une cellule qu'on voit beaucoup dans l'articulation, c'est la première cellule qui est barrière de l'immunité qui s'appelle le macrophage. Et ce macrophage-là, il y a un médicament qui le bloque et qui m'a l'air très intéressant. Mais honnêtement, les grands progrès aussi à attendre, c'est mieux manier les médicaments qu'on a. On a quand même beaucoup de traitements à notre disposition et il faut qu'on apprenne à les utiliser encore mieux. On est en progrès, mais on peut faire mieux. Oui, donc c'est ça les 2 axes en fait, hein, c'est-à-dire des nouvelles molécules qui arrivent, mais aussi et surtout je dirais une meilleure utilisation de l'arsenal thérapeutique qui est déjà quand même très vaste.
Oui, c'était le message. Et peut-être réserver justement les formes particulièrement rebelles aux traitements nouveaux. Moi, je pense qu'il faut rester prudent. Voilà, les traitements nouveaux, ils sont nouveaux. Donc, réservons-le dans un premier temps aux formes qui ne répondent pas aux traitements pour lesquels on a plus de recul. Je crois que ça, c'est un élément important, très important. Et on sera amené à en rediscuter avec plaisir. Moi, je reviens avec plaisir parce qu'il va y avoir voilà, des résultats à l'avenir qui vont nous faire un peu rediscuter l'ordre dans lequel on met les traitements. Donc là, voilà. On a déjà des idées en tête sur la façon de faire. Bon, bah, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup pour tout le temps que vous nous avez accordé, pour votre patience dans les questions et vos précisions. C'était, je crois, très intéressant. Tout le monde vous remercie. Il y a plein de messages en disant que c'était très didactique, très intéressant. Mille merci. Voilà, vous avez énormément de remerciements dans le chat. Donc, je m'en fais le porte-voix. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Et puis, je vous remercie parce que vous avez animé ça. On voit le métier. Hein, et puis, voilà, vous savez, on a aussi, voilà, ça nous fait du bien voilà, de vous voir, de vous entendre, de discuter avec vous. C'est important pour garder la motivation, pour donner le maximum et faire un peu progresser tout ça encore. Hein. Donc, portez-vous tous bien et je suis sûr qu'on va avoir des occasions et on refera des vraies conférences à l'ancienne, vous verrez. Merci beaucoup, très bonne soirée. Bonne soirée à tous et merci à vous. Au revoir. Bonsoir à tous et donc rendez-vous le 18 mai à 18h pour cette fois aborder le cannabis thérapeutique. Au revoir.